Monsieur Bruno Questel, votre travail sur la pénitentiaire et la PJJ rejoint, et vous le savez, vous l'avez dit, l'une de nos préoccupations majeures. Je ne vais pas ici reprendre ce que tout le monde sait, c'est-à-dire cette surpopulation carcérale qui est vraiment une plaie, à la fois en termes de sécurité pour les agents qui travaillent, en termes de dignité pour les détenus, en termes de parcours de détention qui ne peut pas être suivi correctement dans des conditions de détention qui ne sont pas satisfaisantes. Donc, vous avez, dans ce cadre-là, souligné à juste titre la faible attractivité des métiers de l'administration pénitentiaire. C'est un de nos problèmes, une de nos difficultés majeures. Il est une chose que de créer des postes, ce que nous faisons cette année. C'est une autre chose que d'arriver à les pourvoir. Et nous y arrivons, mais avec grande difficulté, car il y a un turnover incessant, des départs pour d'autres métiers de la sécurité qui ne sont pas ceux de l'administration pénitentiaire, et tout cela, donc vous le savez très bien, crée des difficultés. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons accompagner l'ensemble de ces chantiers de transformation de la justice d'un sixième chantier que je n'ai pas présenté publiquement parce que c'est un chantier interne à notre ministère, qui est celui de la gestion des ressources humaines. Au sein de ce chantier de GRH que je souhaite présenter aux organisations syndicales très prochainement, le 6 novembre prochain, un pan important sera consacré à la question du recrutement et de la fidélisation de nos personnels, notamment dans l'administration pénitentiaire, pas seulement, mais notamment dans l'administration pénitentiaire. Nous envisageons plusieurs types de mesures pour fidéliser ces personnels, pour leur donner des carrières plus attrayantes, avec une forme de diversification dans la carrière qui leur sont offertes. Je pense aux surveillants pénitentiaires qui peuvent intégrer, vous le savez, les ERIS, qui sont des équipes plus spécialisées, ou désormais intégrer plus aisément le renseignement pénitentiaire. Tout cela, ce sont des perspectives de diversification et de carrière, mais il n'y a pas que cela, bien entendu. Vous me posez deux questions sur le sens et la place de l'emprisonnement. Monsieur Questel, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. La peine de prison reste une peine qui est évidemment une peine qui a un sens précis, qui ne doit pas être mise de côté, qui doit être pleinement utilisée pour ce qu'elle est. Je n'ai aucune approche idéologique de ce point de vue. En revanche, ce que j'ai dit, et c'est une peine qui permet et d'assurer la sécurité de nos concitoyens et de faire un travail, s'ils sont incarcérés dans des conditions décentes, de faire un travail avec les détenus et d'assurer une réinsertion. Dans ce cadre-là, moi, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que nous avons du travail à faire sur l'emprisonnement, travail autour, notamment ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, du suivi du parcours des détenus pour permettre une réinsertion positive. Cela veut dire renforcer les conseillers d'insertion et de probation. Vous savez qu'il y a 150 emplois supplémentaires cette année et tout au long de la loi de programmation, nous renforcerons les conseillers d'insertion et de probation qui me semblent jouer dans le cadre des peines de détention un rôle majeur. Mais la mise en détention n'est pas la seule peine que nous devons utiliser. Et tout le travail que nous allons faire dans ce chantier sur le sens et l'efficacité de la peine, c'est de permettre aux juridictions, aux magistrats, de prononcer des peines qui seront des peines autonomes et non plus des peines d'aménagement de la peine d'emprisonnement. Nous allons en quelque sorte déverrouiller la possibilité de prononcer des peines autonomes. Je pense évidemment au bracelet électronique, je pense également aux travaux d'intérêt général que nous devons multiplier. Bref, il y a toute une série de peines autonomes que nous pourrons prononcer, que nous donnerons la possibilité aux tribunaux de prononcer. Cela suppose, ce ne sont pas que des mots, c'est évidemment une logique un peu différente de ce qui existe à l'heure actuelle. Et ça veut dire qu'il faut que nous donnions aux magistrats la capacité d'être en mesure d'être plus responsables de la peine qu'ils vont prononcer au moment où ils la prononcent. Donc il faut que nous renforcions, par exemple, les enquêtes de personnalité qui sont établies préalablement au prononcé de la peine, pour que le magistrat sache
à qui il a affaire et si oui ou non il peut prononcer une peine autonome telle qu'un travail d'intérêt général, etc. Donc c'est tout un travail que nous souhaitons faire qui finalement redonnera à l'emprisonnement tout son sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand un magistrat, quand une juridiction prononcera de l'emprisonnement, c'est évidemment pas par défaut ou parce qu'il n'aura pas pu ou pas eu le temps de faire autrement, c'est parce qu'il saura exactement à quoi correspond cette peine. Je ne veux pas dire que les magistrats ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils font, que mon propos soit clair, c'est pas du tout cela que je veux dire. Nous allons essayer de les mettre dans les conditions les meilleures pour cela. Sur la radicalisation, M. Questel, sur la lutte contre la radicalisation, c'est là encore un dossier extrêmement difficile parce que s'il y avait une manière univoque d'établir un processus de lutte contre la radicalisation, nous le saurions et nous l'aurions déployé. Tel n'est pas le cas. Vous le savez, le Premier ministre doit présenter à la fin du mois de novembre un plan global de processus de lutte contre un plan global de lutte contre les processus de radicalisation. Le ministère de la Justice y prendra toute sa place. Et nous avons à établir de ce point de vue-là un continuum dans les différentes situations de prise en charge que nous avons à gérer. Nous avons, vous l'avez souligné, des enfants à prendre en charge, des jeunes, des enfants, enfin des mineurs, on va dire. Ces mineurs-là, je pense que là encore, il faut que nous soyons en capacité de les accueillir sous divers types de prise en charge, qui peuvent aller d'une prise en charge en milieu ouvert dans certains cas, à condition d'avoir un suivi extrêmement attentif, mais aussi parfois, si cela semble nécessaire, dans des centres qui seront construits avec une logique très particulière. Donc il me semble là qu'il y a une diversité de solutions à mettre en œuvre pour ces mineurs. Ensuite, il faut que nous soyons en mesure de prendre en charge également des adultes placés sous main de justice, mais qui ne sont pas des détenus. Il y a de ce point de vue-là plusieurs expérimentations qui sont menées en France. Je pense par exemple au programme RIVE, mais également à d'autres programmes qui sont menés dans l'Est de la France. Enfin, peu importe. Il y a plusieurs programmes. Je crois qu'il faut que nous fassions très rapidement une évaluation des meilleures manières de prendre en charge ces adultes placés sous main de justice, mais qui ne sont pas détenus. Et s'ils ne sont pas détenus, c'est sans doute parce qu'il y a encore d'autres possibilités pour agir et travailler avec eux. Enfin, il y a un travail que nous devons conduire avec les détenus, puisque les détenus radicalisés actuellement sont placés dans des situations différentes selon leur degré de dangerosité, mais c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas, je ne parle pas des détenus les plus dangereux sur lesquels nous ne savons pas réellement comment les prendre en charge. Je veux dire, non pas physiquement, nous savons les placer à l'isolement. Là n'est pas la question. Je parle des détenus qui sont placés en détention ordinaire, qui sont considérés comme radicalisés et que nous ne pouvons pas laisser sans un accompagnement singulier. Donc, vous voyez, il y a tout ce continuum à établir. Voilà ce que je voulais dire. Merci infiniment, en tout cas, à